Troisième horizon du cyberespace, c'est la dérégulation, les inégalités et la dépendance. Donc dans le premier cas, on était dans l'utopie de la société de la connaissance et de la citoyenneté. Dans la deuxième, dans la dystopie de l'État qui contrôlerait tout, une sorte de Big Brother à la Orwell, hein, comme en 1984. Et en fait, là, dans le troisième cas, on est plutôt dans la logique de l'anomie. L'anomie, c'est quand il n'y a plus de règles, il n'y a plus de lois. Certains disent l'anarchie, je préfère dire l'anomie. Là, on est dans l'idée que il n'y a plus de contrôle, ou du moins le contrôle n'est plus possible par des gens ordinaires. Alors, ici, cette absence de règles et de contrôle, c'est évidemment ce qui est favorable aux fake news et ce qui est favorable au pouvoir des plus forts. Quand il n'y a pas de règles, ça bénéficie évidemment aux plus forts. En fait, la seule règle qui reste, c'est la loi du plus fort. Et les plus forts, c'est qui? Ce sont ceux qui maîtrisent justement les canaux dont nous sommes dépendants, d'où ici l'idée de la dépendance. Ceux qui maîtrisent les canaux dont nous sommes dépendants, on a vu que les différents acteurs ne sont pas égaux face aux trois couches, à la maîtrise des trois couches du cyberespace. Ceux qui maîtrisent justement les canaux du cyberespace peuvent plus facilement que les autres agir dans ce monde où il n'y aurait pas de règles. Alors dire qu'il n'y a pas de règles, qu'il y a une dérégulation, est-ce que c'est vrai? Eh bien, on pourrait mentionner le principal accord signé entre États, un accord donc interétatique pour poursuivre la cybercriminalité, pour pénaliser la cybercriminalité, parce qu'évidemment, quand on a mis au point Internet, il y avait un vide juridique et il fallait créer des règles, et il fallait que ces règles soient internationales, parce que le cyberespace, par définition, est transnational. Et justement, il y a eu une action menée dans le monde, un véritable accord signé entre de nombreux États. Alors attention, hein, pas la Chine, pas l'Inde, pas la Russie, donc c'est déjà un accord un peu fragile, mais enfin au moins l'Union européenne, les États-Unis, le Canada, le Japon, c'est la Corée du Sud, je crois, enfin c'est déjà pas rien. Et cet accord, c'est la Convention de Budapest. La Convention de Budapest a été signée en 2001 et ouvre la possibilité justement pour que les différents États agissent de façon coordonnée contre la cybercriminalité. Bon, c'est très bien, c'était en 2001. Depuis, quand même, le web a beaucoup évolué. On est passé au web 2.0, au web 3.0, avec désormais une véritable horizontalité, et ça suppose de nouveaux systèmes de coopération et de contrôle. Or, depuis 2001, on n'a pas réussi à faire de nouvel accord. Donc on peut dire quand même qu'on est dans une situation d'un relatif vide juridique. La Convention de Budapest est très insuffisante. Et donc l'idée de dérégulation n'est pas fausse. On est dans un monde, le cyberespace, un monde très peu contrôlé. Et on l'avait dit, c'est l'une de ses caractéristiques majeures, justement, le fait qu'il soit peu contrôlé. Et donc justement, dans cet espace peu contrôlé, on peut se demander comment ça va évoluer. Il y a un événement récent qui interpelle, on pourrait en citer beaucoup, mais peut-être le plus révélateur, c'est le rachat de Twitter par Elon Musk en 2022. Elon Musk rachète Twitter en annonçant clairement que pour lui c'est un projet politique. Il ne s'agit pas seulement d'une action commerciale ou économique, c'est un véritable projet politique parce qu'il veut défendre la liberté absolue. Et donc sur Twitter, Elon Musk veut qu'il n'y ait absolument aucun contrôle, aucune modération. Alors en fait il y en a quand même un petit peu, mais ça fait peur à tout le monde parce qu'on se dit que s'il n'y a plus de règles, eh bien ça sera la loi du plus fort. Et c'est justement l'idéologie qui est défendue par les tenants d'une mouvance de laquelle Elon Musk se rapproche très fortement depuis quelques années, ce qu'on appelle l'alt-right. L'alt-right aux États-Unis, c'est tout ce mouvement qui a soutenu Donald Trump, qui est très actif dans l'extrême droite américaine, qui estime que la liberté doit être absolument absolue, oui, je me répète un peu, enfin, doit être complète parce que c'est une nécessité pour les citoyens. Et derrière, l'idée qu'il y a, c'est que
si Elon Musk décide de contrôler comme il l'entend Twitter et même l'ensemble des réseaux dont il a le contrôle, parce qu'il ne contrôle pas seulement Twitter, eh bien, la société n'a qu'une seule solution pour que ça se passe pas trop mal, c'est lui faire confiance. Et on se retrouve à devoir faire confiance à une personne qu'on n'a pas choisie. Et là, on peut s'interroger sur l'avenir de la démocratie. Alors, on pourra dire, ah oui, mais c'est seulement dans le cyberespace. Oui, peut-être, mais nos vies sont de plus en plus dépendantes du cyberespace. C'est la conséquence de la numérisation de nos vies personnelles. Donc, nos vies sont de plus en plus dépendantes d'un système qui est contrôlé par des gens que nous ne choisissons pas et auquel on ne peut que simplement faire confiance. Il y a un événement qui est révélateur. En 2021, en janvier 2021, alors que Elon Musk n'avait pas encore racheté Twitter, il y a eu l'assaut contre le Capitole le 6 janvier 2021, où les partisans de Donald Trump ont tenté ce qu'on peut appeler un coup d'État. Et à cette occasion, Facebook et Twitter ont annoncé qu'ils supprimaient le compte de Donald Trump, enfin les comptes de Donald Trump, puisque Donald Trump, on le sait, communiquait essentiellement par Twitter. Bon, c'est évidemment, c'est de salubrité publique d'essayer d'empêcher quelqu'un de nuire. Mais ça pose question, qui décide et au nom de quoi décide-t-on ? Au nom de quoi les gens qui contrôlent Facebook et Twitter peuvent-ils décider de supprimer ou d'ouvrir ou d'autoriser le compte de quelqu'un, quelle que soit cette personne. Il y avait peut-être d'excellentes raisons de supprimer le compte de Donald Trump, mais il est quand même problématique que cela reste discrétionnaire. Un discrétionnaire, ça veut dire que c'est laissé à la discrétion, enfin, comme l'entend en fait, comme le veut celui qui contrôle le système de diffusion. Il n'a pas d'ailleurs à se justifier pour ça. Non, il est chef d'entreprise, il dirige son entreprise comme il l'entend. Une entreprise, ça n'a pas à être démocratique. Et de toute façon, nous ne faisons pas partie de cette entreprise. Donc la question ici est véritablement posée. On doit faire confiance à certains acteurs parce que tout est entre leurs mains et c'est eux qui y contrôlent. L'événement récent qui montre à quel point ça peut avoir des conséquences, c'est à l'automne 2023 lorsque Elon Musk a décidé de désactiver le système Starlink, qui est son système de satellite, au moment où l'armée ukrainienne lançait une série de torpilles sur la flotte russe stationnée à Sébastopol, et donc en désactivant le système de satellite Starlink, cela a empêché les missiles d'atteindre leur cible. Ils n'ont pas pu, leur système de guidage a été du même coup désactivé parce que, oui, l'armée ukrainienne était dépendante des satellites Starlink. D'ailleurs, soit dit en passant, Elon Musk avait aidé au préalable l'armée ukrainienne à utiliser Starlink. Donc on voit qu'ici, il fait en fait un peu la pluie et le beau temps dans une guerre par laquelle il n'est pas véritablement concerné. Autre exemple de conséquence de cette dérégulation et derrière des inégalités que ça génère entre quelques puissants et une masse de gens qui deviennent complètement dépendants, c'est l'exemple Google. Google, c'est 93% des requêtes faites sur Internet. Donc ça donne à Google un pouvoir énorme. Google peut orienter nos requêtes. Google peut décider de censurer quelque chose. Si vous cherchez des informations sur un opposant politique et que Google n'aime pas cet opposant politique, il peut décider de vous annoncer qu'en fait il n'y a pas de résultat, alors en fait ça passerait pas, mais il vous ferait passer des résultats disant essentiellement des choses négatives sur ce personnage par exemple. Donc les algorithmes de Google, personne ne les contrôle, seulement Google, et ça donne à Google un pouvoir énorme puisque nous en sommes dépendants, puisque la quasi-totalité de nos requêtes sont faites de cette façon. Autre aspect, la question de la collecte de données. Ce qu'on appelle les big tech, ou les GAFAM si vous préférez, en tout cas toutes ces entreprises, en fait, leur modèle économique est basé non pas sur la vente et la commercialisation de leurs produits, mais sur la vente et la commercialisation des données de leurs usagers. Donc vous êtes usager et c'est gratuit. Ce sont des services gratuits sur Internet, tout est gratuit, c'est formidable. Oui, mais
toutes les informations que vous donnez aux entreprises qui ont mis au point l'appli que vous utilisez, toutes les informations que vous leur donnez, simplement en cliquant, en likant, en partageant, toutes ces informations, elles sont collectées et derrière commercialisées, vendues notamment pour faire de la publicité ciblée. Et on appelle ces sites-là, hein, des sites comme Facebook ou comme Google, on appelle ça des aspirateurs à données. En fait, ces sites ont été créés pas forcément pour vous donner accès à un moteur de recherche ou à un système de communication entre pairs, hein, ce que sont les réseaux sociaux, mais avant tout pour aspirer vos données et derrière pour les commercialiser. Donc ces aspirateurs à données sont un moyen évidemment de faire du profit. Donc on fait du profit sur notre dos, certes, mais à la limite le problème principal il n'est pas là, il est que derrière ça permet de contrôler les usagers. Quelqu'un qui vous connaît bien grâce à vos données peut savoir quelles sont vos habitudes et peut orienter vos comportements en vous faisant passer des informations adaptées, notamment des informations publicitaires, mais pas seulement, et peut ainsi mieux vous contrôler. C'est donc un autre horizon qui n'est pas très éloigné du deuxième, hein, mais qui là insiste davantage sur l'anomie et sur le fait que personne ne parvient à contrôler ce qui se passe dans le cyberespace, ou du moins personne parmi les gens ordinaires, mais l'oligopole, lui, parvient à effectuer ce contrôle. Alors, derrière l'horizon général de tout cela, eh bien, j'ai envie de dire, c'est un peu ce que disait Hannah Arendt, la philosophe Hannah Arendt, qui s'interrogeait sur la place du mensonge dans la société. Alors, elle est morte bien trop tôt pour connaître le cyberespace, et pourtant, ce qu'elle disait en étudiant les régimes totalitaires, hein, c'est une grande spécialiste du totalitarisme, et elle sait de quoi elle parle, puisqu'elle est d'origine juive, et qu'elle a couvert pour le New York Times, ou pour le New Yorker plutôt, enfin bref, pour un journal américain, elle a couvert le procès d'Eichmann à Jérusalem en 1961. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi au totalitarisme, et Hannah Arendt évoquait la permanence du mensonge. Elle disait, quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges. En effet, on a vite fait de se défier des mensonges et de ne pas écouter. Ça, c'est la propagande un peu trop grossière à laquelle plus personne ne croit. Non, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges. Mais le résultat, c'est que plus personne ne croit plus rien. En fait, on ne fait plus confiance à rien. Et une société dans laquelle circulent en permanence des informations dont on ne sait pas si on peut les croire, est une société où la confiance disparaît et où chacun devient un ennemi pour l'autre. Un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut plus se faire une opinion. Donc on ne sait pas quoi croire, on ne sait pas quoi penser. Voilà, ce peuple est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Et avec un tel peuple, vous pouvez faire ce qu'il vous plaît. En effet, ce peuple qui ne sait plus s'il doit croire les informations qui circulent, au fond, ne s'intéressera plus qu'au divertissement. Le divertissement, ça c'est sans danger. Donc on ne parle que de choses qui, au fond, ne représentent aucun enjeu en termes de connaissances, de conséquences, qui risquent de ne pas avoir de conséquences. On ne parlera que de futilité et on ne s'interrogera que sur des futilités. Et à partir de là, on laissera la politique à quelques-uns, à ceux qui le veulent, à ceux qui sont informés, à ceux qui dominent. Et c'est justement cette logique que le totalitarisme avait réussi à mettre en place. Et c'est ce que Hannah Arendt a analysé. Et c'est un des horizons possibles du cyberespace qu'il faudrait réussir à orienter peut-être plus vers son premier horizon, tout en se défiant de son deuxième et de son troisième horizon. Mais il est évident que les trois horizons du cyberespace sont liés et peuvent avoir une influence les uns sur les autres. Donc l'affaire n'est pas simple. La société de la connaissance reste un horizon
extrêmement complexe et qui n'est absolument pas garantie.